Chers auditeurs, c'est bien la RTNC chaîne nationale émettant de Kinshasa. Nous sommes avec le professeur Nico Omeyonga, avec ses spécialistes en matière politique et économique. Nous allons réfléchir sur les grands concepts de la vie nationale. Bonjour professeur Nico Omeyonga. Bonjour messieurs les journalistes. Oui, dans un des conseils des ministres, le président avait crié haut et fort qu'au Congo, il y avait les salaires de misère, il y avait des salaires injustes. Et pour qu'on en finisse, il faut élaborer la politique générale, la politique salariale. En fait, qu'est-ce qu'on entend en matière économique et en matière politique de la politique salariale? Qu'est-ce qu'on entend par politique salariale? Bon, politique salariale, c'est une politique sectorielle qui relève des politiques publiques d'un État. Et comme le mot l'indique, le mot salaire, c'est-à-dire que c'est la rémunération qu'obtient un salarié après qu'il ait conclu un contrat avec son employeur et ce qu'on lui donne mensuellement. Bon, la politique salariale, c'est un ensemble de mesures, de procédures qui sont mises en place pour bien rémunérer les travailleurs ou les fonctionnaires de l'État dans une certaine mesure, dans un contexte donné. Et en respectant, bien sûr, l'équité, en respectant la justice distributive, mais en respectant surtout la tension salariale. En fait, c'est un fait gouvernemental, la politique salariale. Dans tous les États du monde, même les salaires qui sont versés dans les secteurs privés, mais il y a toujours une politique salariale générale et qui est mise en place sur base de ce qu'on appelle un SMIG. SMIG signifie salaire minimum interprofessionnel garanti, c'est-à-dire le salaire minimal en deçà duquel personne ne peut payer son travailleur dans le secteur, que ce soit dans le secteur privé comme le secteur public. Donc, c'est ce salaire-là, plancher, qu'on appelle SMIC. Donc, maintenant, tout dépendra maintenant. Que ce soit dans le secteur privé, que ce soit dans le secteur public, on part de ce plancher et maintenant, il y aura des salaires qui seront attribués en tenant compte de beaucoup d'éléments. Par exemple, de l'expertise de quelqu'un, la compétence, de l'ancienneté, des primes, des heures supplémentaires et tous ces éléments constituent le salaire viennent ajouter sur les salaires planchers en tenant compte aussi des grades et c'est ce qu'on verse. Donc, en d'autres termes, les SMIG, c'est ce salaire-là en deçà duquel personne ne peut être payé. Mais dans d'autres pays, comme la France, il n'est pas le prix des SMIG. Parce que le SMIG là a un caractère alimentaire, c'est-à-dire c'est seulement un minimum vital qui vous permet de satisfaire les besoins existentiels, les besoins physiologiques qui éprouvent quelqu'un. Alors que le SMIC, c'est le salaire minimum interprofessionnel pour la croissance. C'est-à-dire que non seulement que vous voulez vivre décemment, mais ça vous permet d'améliorer la qualité de vie et même au besoin d'envisager la possibilité de créer des richesses supplémentaires pendant qu'on ne sera plus en activité ou pendant qu'on est en activité. Donc, c'est ça, c'est-à-dire croissance, c'est-à-dire améliorer la qualité de vie. Oui, professeur, alors quand le président s'élève, il crie, il dit qu'il y a des salaires injustes, il faut une politique salariale. En fait, le Congo n'a jamais connu une politique salariale. À ma connaissance, parce que c'est vrai, nous sommes un pays à réforme. Malheureusement, ces réformes se limitent seulement au niveau des textes. Et c'est possible qu'il y ait des textes. Les textes, ça existe, ça réglemente. Mais le problème de notre pays, c'est qu'il y a des textes qui sont pondus, mais qui ne sont pas suivis d'actes. Parce que la véritable loi, c'est quand elle est mise en œuvre et qu'elle est respectée par tous. Mais s'il y a des réformes, même dans ce secteur, mais qui ne sont pas suivis d'actes, en d'autres termes, on doit dire que ça n'existe pas encore. Parce que si ça existait, lui qui est le premier d'entre les Congolais ne pouvait pas s'étonner des injustices salariales, des inégalités criantes qu'on observe. En principe, l'État qui nous garantit, qui garantit tout le monde, devrait mettre une bonne politique salariale pour permettre à ce qu'il y ait justice redistributive, qu'il y ait équité salariale
qu'on respecte aussi la tension salariale. La tension signifie quoi? C'est qu'il y ait cette relation étroite entre les salaires les plus bas et les salaires les plus élevés. En d'autres termes, dans l'administration publique, les premiers dans l'administration publique, c'est le secrétaire général. Donc, si le secrétaire général touche $3,000 par exemple, c'est que l'huissier qui est le plus bas placé doit avoir au moins $300. Donc la tension salariale part de 1 à 10. Donc l'huissier doit avoir les 10% de ce qui touche le secrétaire général dans l'administration publique. En fait, c'est quelque chose presque de connu de tous. Alors chez nous, quand on parle de la politique salariale, vous parlez du secrétaire. Donc c'est en fait un problème des fonctionnaires, un problème administratif. C'est un problème administratif, mais ce problème ne peut être réglé par les politiques. Parce que c'est vrai, l'administration, là on dit que l'administration est apolitique, mais c'est lui qui nomme, les hauts fonctionnaires sont nommés par les politiques, par le gouvernement, par le président de la République. Donc, pour que l'administration soit bien réglementée, il faut que celui qui place ses responsables, les différentes administrations, ça c'est lui qui veille à la mise en œuvre, au respect de l'application stricte des dispositions qui régissent ce secteur. Mais si cela ne se fait pas, la faute incombe à celui qui a placé ces gens qui ne respectent pas, parce que les responsables, le gouvernement est censé respecter et faire respecter la loi. Oui, professeur, on parle de la politique salariale. En fait, qu'est-ce qu'on contient un salaire? Quand on parle d'un salaire, qu'est-ce que cela suppose sur le plan économico-financier? Un salaire, c'est ce qui est... Un salaire, d'abord, a un caractère alimentaire. Et quand on paie quelqu'un un salaire, on ne lui paie pas seulement pour lui qui preste, c'est-à-dire lui et sa famille. Donc, il faut, quand on calcule, on regarde quels sont les besoins essentiels pour un travailleur. Par exemple, il faut tenir compte moyen. Il faut tenir compte du transport. Il faut tenir compte du loyer. Il faut tenir compte de la pension alimentaire. Il faut tenir compte les vêtements, les logements, les soins médicaux. Tous ces éléments-là, sans lesquels les travailleurs risquent de périr, doivent être pris en compte pour élaborer, pour constituer un salaire minimum. C'est ça. Voilà les éléments constitutifs, parce que les salaires, ça vous permet de résoudre les besoins sociaux de base. C'est-à-dire, quand vous regardez dans la pyramide de Maslow des besoins, il faut que les besoins existentiels, les besoins physiologiques soient bien satisfaits grâce à la rémunération. Parce que la rémunération là, dont on obtient, ce n'est pas un don, c'est un droit. Et les droits économiques qui relèvent de la deuxième génération des droits humains constituent un droit sacré, inaliénable. Donc, chacun de nous doit avoir un salaire décent qui vous permet de nouer les deux bouts du mois. En fait, la base, ça doit être les huissiers. Donc, si on sait que les huissiers doivent aller louer une maison, il faut que l'État détermine quel type de maison un huissier louerait pour qu'il puisse lui fixer des allocations conformément à cela. Alors, pour nous, pour le moment, ça n'existe pas. Ça semble être devenu la guéguerre. En fait, le professeur Omeyonga, si tout cela c'est connu, si tout cela c'est mis dans la tête, pourquoi ça doit devenir une lutte syndicale? Pourquoi les syndicats se battent toujours pour l'augmentation des salaires? Non, dans tous les pays du monde, la lutte syndicale, on a depuis 92, on a opté pour le pluralisme politique, mais le pluralisme aussi syndical. Donc, les banques syndicales ont pour rôle d'améliorer la qualité de vie de ces syndics. Donc, c'est normal. On ne peut pas aujourd'hui s'étonner qu'il y ait des revendications salariales par les syndicats. Ça se fait partout, que ce soit en France, partout. Mais ici, le problème, c'est que les revendications se font même pour d'abord la mise en œuvre de ces minimums. Ces minimums n'existent même pas encore. Et puis, pour que ces minimums-là subsistent dans un pays à pression inflationniste récurrente, il faut tenir compte du pouvoir d'achat. Et pour maintenir le pouvoir d'achat de ces salaires, du reste modique, et il faut que les salaires soient indexés.
On parle de l'indexation des salaires. C'est-à-dire qu'il faut qu'aujourd'hui, la valeur refuge dans notre pays, c'est le dollar. C'est-à-dire qu'il faut que les salaires qui devraient être payés soient fixés en dollars. Ou en d'autres termes, il faut que le salaire qui sera versé soit l'équivalent au taux du jour des dollars qui est fixé. Si on dit $300, on vous paye en francs congolais, mais l'équivalent de $300 du jour du paiement. Et ainsi, chacun des Congolais, chacun des travailleurs pourrait en réalité préserver son pouvoir d'achat, parce qu'il faut noter, parce que quand on parle de salaire, on fait allusion au contrat de travail. Or, le contrat de travail, c'est un contrat qu'on appelle en droit le contrat synallagmatique. C'est-à-dire quoi? Ce sont les contrats des obligations réciproques. C'est-à-dire, moi, je viens prester, c'est comme si je vends mon travail. Mon obligation, c'est de prester, faire le travail. Et l'obligation de l'employeur, c'est de payer ce travail-là. À terme échu, la prestation qui est des travailleurs. Et c'est à ce niveau-là que ça se pose un sérieux problème. En fait, chez nous, on ne doit pas avoir des zones salariales en termes de taxation ou en termes de fixation des salaires. Par exemple, si on dit que les députés sont payés en dollars, donc il faut que tous les Congolais soient payés en dollars. Si les députés sont payés en francs, il faut que tous les Congolais soient payés en francs. Vous avez dit il faut indexer. Mais est-ce qu'il faut indexer ou il faut fixer un salaire qui convienne à tous? Non, c'est-à-dire que si on peut fixer les salaires en francs congolais, mais que ce soit un franc congolais constant. C'est-à-dire un franc congolais, parce qu'il y a ce que nous appelons l'illusion monétaire. C'est-à-dire on peut avoir une augmentation nominale de la devise nationale, les francs congolais, mais alors que sa valeur intrinsèque est presque inexistante. C'est ainsi qu'on parle de l'indexation, c'est-à-dire pour préserver le pouvoir d'achat. C'est-à-dire, et puis, comme vous le dites, je crois, la première ministre, dans l'une de ses sorties médiatiques, avait clairement dit qu'aucun des Congolais ne serait payé en dollars. Mais maintenant, la question qui se pose, vous qui êtes journaliste d'investigation, est-ce que cette parole ou cette décision-là, est-ce qu'elle est respectée à tous les niveaux? Mais si elle n'est pas respectée, c'est ce qui crée des inégalités sociales et même des frustrations, parce que nous sommes, on le dit souvent, que nous voulons un état de droit, et un état de droit suppose le respect de la loi. C'est-à-dire que nous tous, du premier des Congolais au dernier des Congolais, nous devons être tous soumis à l'autorité de la loi. Donc il ne peut pas avoir une application à géométrie variable de la loi qui doit régir tout le monde. Oui, nous parlons de la politique salariale. Vous dites que c'est d'abord un travail administratif, c'est un travail des fonctionnaires. Il faut s'assurer que ceux qui constituent la colonne vertébrale de l'État sont bien payés pour que l'État fonctionne. Mais cela n'a pas de contraintes directes avec les émoluments ou la fixation ou la taxation des hommes politiques. Et ils peuvent octroyer des salaires qu'ils veulent. Et c'est ça encore, c'est une entorse. Et même là, ça devrait en principe remettre même en cause notre pacte social. Parce que ceux qui nous dirigent, en réalité, sont tenus au devoir d'exemplarité. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui se dit député national, c'est-à-dire celui qui est censé représenter le peuple qu'il a élu, mais aussi qui est censé défendre le peuple. Donc, en d'autres termes, c'est ces députés-là qui devraient mettre dans son action politique au quotidien, d'abord et surtout, les droits de ceux qui l'ont élu, si tant est qu'il a été élu. Mais la difficulté dans notre pays, c'est parce que la plupart, si pas tous, de ces représentants du peuple ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne le sont que par des combines, par la tricherie, par des arrangements, où ils se retrouvent députés nationaux, alors que la loi qui organise les élections dispose que tous les députés doivent être élus au suffrage universel direct. Donc, ils doivent être les reflets de la volonté populaire. Malheureusement, ça n'a toujours pas été le cas. Ça fait 3 cycles électoraux que nous avons connus et qui se sont révélés par la suite un gâchis, un chaos. Donc, pour bien organiser les choses, nous devons avoir des hommes politiques
qui ont réellement la légitimité populaire, les hommes politiques qui reflètent la volonté populaire. Et c'est à ce niveau-là que ces hommes politiques-là, les acteurs institutionnels, deviendront réellement redevables parce qu'au moins ils vont réaliser qu'ils sont ici du peuple. Mais tant que nous aurons des gens qui viennent au pouvoir par effraction, qui se retrouvent au Parlement par des jeux de passe-passe, ces gens-là, rassurez-vous, on peut beau crier, ils ne sont redevables qu'à eux-mêmes, sinon à ceux qui les ont placés. Alors, professeur Romeyonga, nous sommes en train de parler d'une question cruciale parce que ça touche à la vie de la population, la misère dont on parle tant. Vous avez dit il n'y a pas d'économique sans social. Le président demande que cela se fasse. Le gouvernement va faire une commission. Est-ce que pour parler de la politique salariale, il faut autant de temps, depuis qu'on a dit ça, il faut une commission du gouvernement, du ministre, des syndicats. Qu'est-ce que ça implique pour mettre en place une politique salariale? Non, moi je pense que quand vous dites que le président demande, non, le président agit sur base de... Il y a des textes qui organisent. Il doit prendre une ordonnance et pour faire appliquer, suivre l'exécution de cette disposition. Mais si il a dit dans le contexte d'un conseil des ministres, moi je pense qu'à un moment, à quoi vaudrait autant de conseils des ministres s'ils ne sont pas suivis des dates, des faits? Je pense que si c'est une décision du gouvernement, ici du conseil des ministres, il faudrait que cette décision, cette mesure soit réellement appliquée. Ça ne sert à rien prendre une décision dont on n'est pas sûr de sa mise en œuvre. Autant ne pas la prendre. On prend une décision parce que la décision doit résulter d'une analyse minutieuse de la question et d'anticiper par rapport à sa réalisation. Et c'est quand on se rassure que la décision, la mesure qui est prise va être appliquée, c'est alors et alors seulement qu'on peut prendre une décision. Sinon, ça serait quelque chose vide d'esprit, quelque chose qui n'aurait aucun crédit aux yeux de ceux qui sont censés bénéficier des mesures de ces décisions. Donc, je pense que nos dirigeants doivent s'habituer à être exemplaires. Encore une fois, le devoir d'exemplarité doit être vraiment à l'action politique. Et cela pourra motiver les autres. Parce que si même les privés aujourd'hui sont maltraités, nos Congolais qui travaillent dans les privés, parce que les privés ne regardent d'abord et surtout l'administration publique. Combien paie-t-on l'huissier? C'est en fonction de ça que même les Indo-Pakistanais, les Chinois, les Libanais, qui sont dans le secteur privé, pourront se dire que non, déjà là, on paye $300. Donc, moi ici, je ne peux pas aller en deçà de $300. Et il faut noter aussi, c'est la politique salariale qui motive et qui active l'activité économique. Parce que, comme je l'ai toujours dit, c'est la demande qui est l'élément clé de l'activité économique. Or, pour qu'il y ait demande, il faut qu'il y ait revenu. Mais pour qu'il y ait un bon revenu, il faut une bonne politique salariale. Parce que c'est par la politique salariale qu'on pourra avoir de bons revenus aux salariés, aux travailleurs qui pourront aller au marché pour acheter. Et quand ils achètent, ça va motiver les investisseurs d'augmenter encore l'offre. Et quand ils augmentent l'offre, c'est encore les investissements qui vont s'augmenter et ça aura comme effet création des emplois supplémentaires, mais aussi l'amélioration de la croissance économique, c'est-à-dire des PIB, de la richesse créée. Et donc, et même la fiscalité, parce que la fiscalité viendrait que quand il y a une activité économique réelle, alors qu'à ce jour, l'activité économique, elle se fait dans l'informel. Et quand elle se fait dans l'informel, c'est la fiscalité qui en pâtit, parce que tout ce qui se fait dans l'informel n'est pas fiscalisé, n'est pas collecté par les agents du fisc. Donc, il faut que la population ait de l'argent pour acheter, pour consommer. Sinon, on peut dire que le savon coûte 500 ou 300 francs, mais quand on n'achète pas, ça peut faire 4-5 jours. Mais si on peut écouler des cartons, il y aura alors avantage. Alors, le professeur Romeyonga, donc, quoi qu'il en soit, la politique salariale doit être sanctionnée par un texte, soit une ordonnance, soit un décret du Premier ministre pour rendre ça obligatoire.
Le problème, ce n'est même pas. Les décrets, même pas les passer. On a eu à prendre des décrets, même pour organiser les SMIC. Le problème, ce n'est pas de prendre des décrets ou de prendre une ordonnance. Le problème, c'est faire respecter, d'abord respecter soi-même, parce que souvent, dans notre pays, ceux qui prennent les décisions sont les premiers à les fouler aux pieds. Donc, il faut se rassurer que quand je prends une telle décision, je serai le premier à la respecter et à la faire respecter. Et c'est à ce point-là. Parce que nous sommes un des rares pays qui, en termes de production des textes juridiques, des textes législatifs, à ce niveau-là, il ne se pose aucun problème. Les problèmes qui se posent dans notre pays, ce n'est pas un problème de texte. C'est le problème de l'application ou de la mise en œuvre rigoureuse des textes qui sont produits par les organes délibérants. C'est à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'on respecte? Si déjà, nous sommes prêts à violer même la loi des lois, à violer la Constitution, sans que cela n'émet ni les dirigeants, ni la population, c'est là où ça pose problème. Commençons par la culture des lois, c'est la culture du respect des textes, le respect des engagements. Oui, professeur Romeyonga, quand on décrète une politique salariale et qu'elle est normale, elle doit impacter sur le budget. Alors maintenant, le président avait demandé, ça fait déjà 2-3 mois, ce n'est pas fait, mais un budget va être bientôt voté. Ça signifie, cette politique salariale, comme vous avez dit, c'était qu'un fait d'annonce. Parce que le budget va bientôt être... Les chefs ne demandent pas, les chefs instruisent. Et quand il instruit, ça doit se faire. On ne peut pas, on ne négocie pas. On instruit. Et pourquoi il instruit? C'est parce qu'il a déjà eu tous les éléments à possession. Parce qu'il a tout ce qu'il faut. Et que quand il décide, il a la certitude que ça va s'appliquer. Et comme il est dit pendant qu'il y a la commission budgétaire au niveau du gouvernement qui s'est déjà mis à pied d'œuvre, je crois qu'ils vont intégrer toutes ces recommandations, toutes ces instructions pour que cela soit réellement reflété dans les budgets et parce que l'instrument qui permet à l'État de bien fonctionner, c'est la loi des finances, c'est-à-dire le budget de l'État. Donc on peut prendre de bonnes décisions, mais si on n'a pas intégré dans les budgets, parce que toute décision implique les moyens financiers. Or, les moyens financiers ne peuvent être prévus que dans les budgets. Donc, on suppose que cette bonne volonté-là doit se refléter dans les budgets. Sinon, les Congolais attendent une politique salariale claire pour éviter les mouvements de grève, les mécontentements intempestifs. En fait, que ça doit être normal que les gens travaillent et qu'on les paye normalement. Il ne faut pas toujours que cela soit fait sous la pression de la rue, sous la pression des syndicats. En fait, c'est un fait normal de la gouvernance. C'est normal. Et dans tous les cas, à quoi bon d'être politique si on ne sait pas atteindre l'objectif social, le bien-être individuel et collectif? C'est ça l'essence de la politique. On ne peut pas être un homme politique si on ne met pas au cœur de son action la donnée sociale, donc l'objectif social. Le pouvoir au service du peuple. En principe. Parce que nous supposons que depuis que nous sommes retrouvés à Sun City, que si toutes les crises de légitimité récurrentes qui ont émaillé notre pays est du fait de la crise de légitimité. C'est-à-dire qu'on avait des dirigeants qui n'avaient pas la légitimité populaire. Donc, on s'était tous convenus, sur base d'un pacte social qu'on a mis sur pied, la Constitution, que tous nos dirigeants doivent être issus des élections libres, crédibles et transparentes, pour qu'ils deviennent redevables à la population qui l'a élu et qui fassent la volonté populaire. Mais tel ne semble pas encore être le cas. Pourquoi? Parce que l'organisation des élections dans notre pays n'obéit pas toujours à des critères objectifs, à des critères impartiaux ou à des critères d'indépendance. Il y a toujours une sorte de prédominance politique, de mainmise qui manipule et qui font en sorte que les résultats ici des urnes ne respectent toujours pas la volonté populaire.
Oui, professeur Meyonga, c'est vrai que nous attendons voir la vie des Congolais changer parce que c'est la raison fondamentale pour laquelle le gouvernement se succède. Mais il y a aussi le Congo qui est notre bien à tous, que nous soyons au gouvernement ou pas, mais nous sommes peuple congolais parce que nous avons le Congo. Ce Congo est toujours menacé depuis plus de 30 ans, ce n'est même pas l'effet de Tshisekedi, il a trouvé ça. Le Congo est toujours très fragile du côté de l'Est de la République. Nous avons entendu des voix ici et là demander la cohésion nationale. En fait, c'est pour réfléchir à cause du Congo. Non, quoi de plus normal? Bon, je sais, vous et moi, nous avons en partage la RDC. C'est les plus les précieux, les biens les plus précieux de tous les Congolais. Maintenant, comme vous le dites si bien, vous le décrivez si bien, ça fait presque 3 décennies que nous déplorons l'insécurité dans l'Est. Pire, que nous assistons presque au quotidien à la tuerie de nos compatriotes. Aujourd'hui, le nombre dépasserait de loin 10 millions de morts inutiles. Maintenant, c'est vrai que la classe politique, telle qu'elle fonctionne, elle est plus dominée par les égos. Les égos, comme j'ai toujours dit, il faut qu'à un moment que nous puissions humaniser la vie politique. On a animalisé la vie politique et ça nous a conduit là où ça nous a conduit. Nous sommes à l'abîme. Au stade où nous en sommes, face à l'agression, tenant compte de notre destin commun, je pense les forces vives de la nation pouvaient marquer un arrêt. Un arrêt pour d'abord commencer par un exorcisme collectif. Parce qu'ici, je ne me place pas dans une position de doiter les uns et de blanchir les autres. Et une famille divisée à elle-même ne peut pas subsister, dit la Bible. Donc, on peut marquer un arrêt. Marquer un arrêt pour faire une sorte de bilan et rechercher quelles sont les causes profondes, quelles sont les raisons qui nous poussent à nous diviser et permettre à l'agresseur de nous entrer dedans. On peut, face à cette situation, taire nos égos et regarder dans la même direction. Et ici, quand je parle de cette question, vous l'avez si bien dit, un des acteurs politiques majeurs, Martin Fayoulou, pour ne pas le citer, a donné une idée géniale de la cohésion nationale. Bon, qui des Congolais sensés, licides, cohérents, peut s'opposer à la cohésion nationale? Si vous êtes opposé à la cohésion nationale, c'est que vous êtes favorable à la discorde nationale. Or, la discorde nationale nous a conduits à l'abîme. Est-ce que nous devons continuer toujours à nous entrer dedans pour des intérêts politiques parfois mesquins et sacrifier ce qui est de plus précieux pour les Congolais, la RDC? Moi, je pense que ce n'est pas une question seulement politique, mais c'est une question de société. Je voudrais que, comme nous fions dans notre tradition africaine, l'arbre à palabre, pour que l'élite politique ou la société politique, la société civile, la société de l'élite du savoir à laquelle j'appartiens, sous la médiation de nos pères, des princes de l'Église, que nous puissions nous asseoir et discuter Congo et baliser les chemins. Je sais que beaucoup de gens s'opposent à l'idée. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que quand on va à la table des négociations, quand on va
à l'arbre à palabre, au finish, il sera question de partage de responsabilité. Non, moi je ne pense pas, je ne me mets pas dans cette logique-là, d'autant plus que les paix que je gagne comme professeur d'université me suffit. Le problème c'est que, est-ce que devons-nous continuer à voir le Congo comme ça? Congo en miettes, comme c'est le cas, devons-nous continuer à laisser nos frères et sœurs tués, canardés, au jour le jour, parce que nous avons des agendas politiques cachés? Je pense que l'heure est arrivée où nous devons tous nous regarder en face, discuter et puis baliser les chemins pour que... Et ça ne peut se faire que quand nous tous, nous partageons la noble idée de cohésion nationale, parce que dans la cohésion nationale, nous deviendrons beaucoup plus forts et nous allons repousser jusqu'à ce dernier retranchement l'agresseur. Mais tant que nous serons divisés entre nous, l'agresseur va profiter de nos antagonismes pour nous entrer dedans et au besoin manipuler, c'est le cas d'ailleurs, certains des esprits faibles pour qu'ils continuent à tuer nos frères et sœurs dans l'est du pays. Oui, professeur Omeonga, c'est vrai, cette guerre a beaucoup duré. À l'époque de Mobutu, c'était des tentatives jusqu'à laisser passer l'AFD, parce que Mobutu savait que ça devait passer par là. Mobutu est parti, Laurent Désiré Kabila est parti, Joseph est venu, il est parti, Tshisekedi est là. Cette guerre continue. En fait, il faut maintenant qu'on se mette sur la table pour qu'on pose la question pourquoi la guerre toujours à l'est. C'est ça le vrai problème de la cohésion nationale, parce que c'est là où nous avons les points faibles. Oui, c'est ça, c'est le grand problème jusqu'ici. C'est vrai que l'insécurité généralisée est là, oui. Mais là où elle commet des dégâts collatéraux en perte humaine, matérielle et tout ça, c'est dans l'est du pays. Donc il est question... Et souvent les gens, quand on parle de la guerre dans l'est du pays, comme c'est à 1000 km, à 2000 km, on a comme l'impression que cette guerre ne nous concerne pas. Or, il faut parler de la guerre au pays. La guerre n'est pas seulement dans l'est du pays. Dès lors qu'une partie du pays est en guerre, c'est tout le pays qui est en guerre. Et si au moins, parce que nous continuons à parler de la guerre dans l'est du pays, ça donne l'impression à ceux qui sont de l'ouest ou ceux nous qui sommes ici dans la capitale, comme si c'est quelque chose qui se passe loin de nous. Mais parlons de la guerre dans les pays. Et ainsi, je crois, ça pourra un peu éveiller la conscience de tout le monde et comprendre que la guerre est à l'intérieur de notre territoire et à tout moment, ça peut nous atteindre. Et donc, pour éviter que c'est là l'irréparable, il faut qu'on se mette ensemble autour d'une table. On peut ne pas se mettre ensemble, on peut ne pas être d'accord sur tous les points, mais au moins, on peut être d'accord pour la cohésion nationale. Donc que le Congo reste uni, comme nous l'avons hérité de Mobutu et de l'indépendance, un Congo uni, même si nous sommes en train de montrer que nous n'avons pas réussi à maintenir cette congrès. Alors, donc c'est une idée qui est lancée, elle est ouverte. Donc le principe c'est que le Congo doit rester un et nous sommes des Congolais. Nous devons protéger ce que nous avons en commun. C'est la République démocratique du Congo. C'est l'essence de cette idée de la cohésion réclamée par Martin Fayulu, appuyée par les uns et critiquée par les autres. Moi j'appuie totalement. Moi je suis patriote d'essence. L'idée peut venir de n'importe qui, mais pourvu qu'elle soit une idée qui réunit les Congolais, qui privilégie les intérêts des Congolais, moi j'ai applaudi de deux mains, je soutiens mordicus l'idée là de cohésion nationale, et tout Congolais sensé, lucide, cohérent ne peut ne pas être d'accord avec la cohésion nationale. Je ne vois pas un Congolais lucide qui peut s'opposer à la cohésion nationale. Oui, professeur Omeonga, la République démocratique du Congo, hier les Zaïre, aujourd'hui la RDC, est dans un autre tournant. Il change ses horizons, il veut voir un peu plus clair. Nous avons eu depuis très longtemps la coopération avec les pays traditionnels, la France, la Belgique, les États-Unis. Nous sommes restés pauvres, ça c'est sûr. Maintenant nous nous orientons vers l'Est, on va en Chine. Est-ce que vous trouvez que le partenariat, la coopération sino-congolaise peut nous engranger un développement, un bonheur sur notre propre sol? Voilà. Vous me connaissez, optimiste de nature. Mais pour cette question importante,
je préfère être un optimiste lucide. De tous les temps, je vous ai toujours répété et rappelé que le bonheur des Congolais ne viendrait pas de l'extérieur. Et que le bonheur, c'est une donne endogène. Ça doit être l'œuvre des Congolais. Mais on ne peut pas non plus repousser quelqu'un, une bonne volonté qui peut vous accompagner. Maintenant, je crois, en posant cette question, vous faites allusion au dernier sommet Chine-Afrique. Et que les Congolais, j'ai été surpris que les Congolais, du fait que la Chine ait promis 50 milliards de dollars pour toute l'Afrique, considèrent que ça serait le salut pour les Congolais. Non. Les Chinois, c'est vrai, ils sont de l'Orient, mais sur les questions économiques, ils sont aussi rationnels que les Occidentaux. Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils sont venus avec un concept qui est devenu en vogue, le partenariat gagnant-gagnant. Donc, ils ne viendront pas, les Chinois, faire le bonheur des Congolais, parce que les Congolais sont beaux, sont gentils. Mais ils viendront, c'est du business. Parce que les gens, c'est comme si nous sommes frappés par une amnésie rétrograde collective, oubliant que la coopération sino-congolaise ne date pas d'aujourd'hui. Si nous avons les palais du peuple, c'est toujours dans cette coopération. Si nous avons toutes les infrastructures des martyrs et tout, et on l'oublie souvent. Déjà, sous les régimes précédents, on a eu les contrats chinois qui s'est évalué à des milliards de dollars. Mais est-ce que l'heure n'est pas venue de faire le bilan d'abord et constater qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché par rapport à cette coopération sino-congolaise avant d'applaudir les deux mains. Parce que quand on parle de 50 milliards pour une cinquantaine de pays, pour étaler pour 3 ans. 3 ans. C'est qu'en réalité, chacun des pays aura peut-être 900 millions pour 3 ans. C'est-à-dire, en d'autres termes, 3 millions par an. Or, si nous prenons les 300 millions pour les Congolais et nous prenons la démographie la plus minimaliste qui soit, nous sommes 100 millions de Congolais. 300 millions pour 100 millions de Congolais, c'est que chacun des Congolais aura combien? 3 dollars. Or, la Banque mondiale dit que celui qui vit avec 3 dollars est pauvre. Et les 3 dollars ici, ce n'est même pas par jour, c'est pour toute une année. Donc, vous voyez combien je reste circonspect par rapport à cette coopération. Et en plus, pire encore, cet argent viendrait soutenir le secteur primaire, le secteur minier. En d'autres termes, cet argent viendrait renforcer l'état entier de la RDC. En d'autres termes, ça vient renforcer l'extraversion de l'économie. Donc, nous devons toujours nous maintenir dans ce modèle colonial qu'a dénoncé Samir Amin à son époque. Ça m'a eu des rêves mémoire. Les Britanniques d'origine égyptienne, qui a parlé de la théorie du centre et de la périphérie. C'est-à-dire la périphérie, c'est nous, qui sommes considérés comme les débouchés, les dépotoirs de matières premières, mais les débouchés des produits manufacturés. Et cela met à mal les termes de l'échange. Il y aura détérioration des termes de l'échange parce que ce que nous exportons nous revient 10 fois plus cher. Et c'est nous qui perdons. J'aurais souhaité et applaudi de deux mains que si cette modique somme pourrait être orientée pour la transformation, c'est-à-dire même ne fût-ce qu'une industrie de substitution, ça pourrait nous permettre d'avoir de la valeur ajoutée et des chaînes de valeur, et pour enfin que l'industrie congolaise renaisse. Parce que si elle existe à ce jour, elle a encore l'état embryonnaire. Donc, cet argent viendra encore renforcer la production minière
qui à ce jour, elle est presque exclusivement entre les mains des expatriés. Toute la production qu'ils préfèrent congolaise, elle n'est pas l'œuvre des Congolais. À 80%, elle est l'œuvre des investisseurs étrangers parce que, notez, quand on avait manqué, on n'avait pas $1 milliard pour relancer la GECAMIN, ce qui a été conseillé et suivi servilement par les dirigeants de l'époque, de saucissonner les carrés miniers, et ces carrés miniers ont été cédés aux investisseurs canadiens, chinois, indiens, libanais, américains, et aujourd'hui, on parle de la production importante de ces minéraux, mais qui sont l'œuvre des expatriés et que nous nous contentons seulement avec les taxes, de la redevance minière, des royalties qui sont en réalité des miettes. Moi je pense, aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de relancer l'industrialisation. Commençons même avec les industries légères. Comment voulez-vous que nous continuions toujours à importer même des tire-dents, des papiers hygiéniques? Tout ce sont des choses qu'on peut fabriquer. Les jus, nous avons ici à 500 km, beaucoup de jus, à 300 km, beaucoup de fruits. Est-ce qu'on ne peut pas lancer l'industrie de fabrication de jus avant d'envisager des grandes choses? C'est à ce niveau-là. Et les Chinois, vous croyez que parce qu'ils sont de l'Orient? Non, nous risquons de déchanter. Et les Congolais, d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils risquent d'être désillusionnés comme ils l'ont été avec les contrats sino-congolais. Mais les contrats chino-congolais revus vont nous donner les recadres de Kinshasa quand même. On a récupéré quelques milliards qui vont servir à refiler. En fait, il faut réévaluer, comme vous avez dit. On avait dit que c'était un contrat déséquilibré. On n'a pas vu les milliards, alors que la Chine s'est mise à pomper grandement les matières premières. Mais en contrepartie, ce que nous recevions, c'était minime. On a demandé une révision et des milliards vont être loués, sont même alloués déjà, ce qui fait qu'on va construire des recadres de Kinshasa. Enfin, est-ce qu'il faut chaque fois être trompé pour se réveiller? Ou bien on doit, comme on dit en lingala, zoba liboso mayel nasima. Maintenant mayel liboso zoba nasima. Non, c'est parce que le problème, nous sommes toujours restés traditionnalistes. C'est-à-dire quoi? Parce que la politique, par le passé, ne relevait que était considérée comme un art. Et pourtant aujourd'hui la politique, elle est à la fois un art, une technique et surtout une science. Donc pour des questions qui engagent l'avenir du pays et le devenir des Congolais, il faut toujours associer les experts dans des grandes négociations, même dans ces sommets-là. Révisiter, regarder qui ont été associés, et même quand on fait des négociations, dans ces pourparlers, on peut ne pas être partager la même vision de la cité, on peut ne pas être des mêmes obédiences politiques, mais pour des questions d'intérêt national, on peut même associer les opposants pourvu qu'ils aient de l'expertise. Parce que ce qui va sortir de cet accord va nous lier du pouvoir comme de l'opposition et même nous de la société civile. Donc c'est ça, il faut que la gestion de la cité transcende nos instincts grégaires et nous élève de manière à mettre en exergue, mettre en valeur des critères objectifs qui soient de gauche ou de droite, mais pourvu que ça apporte des résultats escomptés. Mais tant que nous serons toujours orientés, hantés par l'instinct grégaire, pas de considération purement politique ou politicienne, nous risquons de toujours rater les coches comme c'est le cas. Donc il faut que la politique soit l'œuvre des meilleurs. Et comme je l'ai toujours dit, depuis l'Égypte antique, Grèce antique, à ce jour, la politique est d'essence élitiste. Il faut que ce soit les meilleurs d'entre nous qui soient associés dans des questions hautement politiques, dans des questions de coopération, dans des questions des accords, pour que ces accords-là ne se révèlent pas 2 ans, 3 ans plus tard que c'était des accords léonins. Est-ce que nous devons toujours continuer
à être victime des accords léonins pendant que ce pays regorge des expertises dans tous les domaines. Et donc, il faut que ceux qui nous dirigent et ceux qui comptent nous diriger demain puissent prendre en compte que l'ignorance ne sert à rien, sinon à nous ruiner. On a sublimé l'ignorance pendant longtemps. Je crois l'heure est venue pour ascenser l'expertise, l'intelligence, parce que cela apporte la lumière, alors que l'ignorance nous maintient dans l'obscurantisme. Oui, on va finir, professeur. Un regain pour l'Afrique. On a eu France-Afrique, Chine-Afrique, Russie-Afrique, États-Unis-Afrique. Est-ce que cette approche d'une Afrique assez partagée ne nous retourne pas à une Afrique coloniale de la table de l'Afrique coloniale de 1885? Oui, la donne est toujours la même. C'est-à-dire aujourd'hui, ça relève de ce que j'ai toujours dit, l'intelligence économique. Ce que la Chine cherche. Parce que l'intelligence économique, c'est d'avoir de l'influence. La géopolitique mondiale aujourd'hui se joue en Afrique. L'Afrique, c'est la terre d'avenir. C'est la terre où il y a tout pour être fort. Donc, les Chinois ont compris. Aujourd'hui, les Chinois, il faut les rappeler, c'est la deuxième puissance économique mondiale. Donc, aujourd'hui, quand vous regardez, déjà, la Chine, l'année passée, les échanges commerciaux entre la Chine s'évalueraient et l'Afrique serait au-delà de 180 milliards de dollars. Donc la Chine aussi a compris que le marché qui est vierge, abondant, qui regorge de matières premières précieuses, c'est l'Afrique. Donc il a intérêt à contrôler l'Afrique pour faire face aux États-Unis, sinon les dépasser. Et donc le contrôle de l'Afrique, la bataille aujourd'hui, la bataille économique, l'intelligence économique se joue au niveau de l'Afrique. Et les Chinois ont très bien compris, et c'est pourquoi ils veulent prendre de l'avance pour qu'il y ait beaucoup d'investissements aujourd'hui. Aucun pays africain, dans tous les pays africains aujourd'hui, il y a des investissements chinois. Parce que la Chine a compris que c'est les marchés importants aujourd'hui. Et les marchés d'aujourd'hui et de demain, c'est l'Afrique. Et l'Afrique va toujours être baissée, l'Afrique va toujours être entraînée comme ça, comme des élèves dans une salle de classe. Oui, mais c'est de bonnes guerres. Dès lors que vous ne vous émancipez pas, vous avez peut-être des arriérés de maturation. Le monde n'a que faire de faible. Le monde actuel est cruel. Vous êtes faible, on vous écrase. C'est ce que j'appelle la théorie de darwinisme économique. Ça veut dire quoi? Les plus forts résistent, les faibles disparaissent. Donc la Chine est parmi les pays qui comptent économiquement parlant. Donc il veut vraiment prendre l'Afrique en otage pour avoir des ressources qui lui permettent d'être davantage la première puissance économique d'ici un quart de siècle ou un demi-siècle. C'est ça, ils se mettent dans cette perspective. Maintenant, il appartient maintenant à l'Afrique de se réveiller et de comprendre que tout se joue à son détriment ici et pas de puissance économique. Parce que parfois on a tendance à croire que non, comme la colonisation a été l'œuvre des Occidentaux, les Chinois seraient beaucoup plus dociles et beaucoup plus sympathiques et cléments envers nous. Non. Ce sont des affairistes comme les autres. Donc c'est à nous d'ouvrir les bons. Et ça demande l'accompagnement et le concours de l'élite et du savoir, pourvu que ceux qui ont la reine du pouvoir puissent intégrer cette donne, ces enjeux économiques qui aujourd'hui c'est la guerre des intelligences. C'est vrai qu'il y a la guerre qui tue, mais la bonne guerre qui vaille, c'est la guerre des intelligences. Donc il faut mettre les intelligences à leur juste valeur et ainsi
les pays, tous les pays développés, les pays puissants, ils ont commencé d'abord par ascenser la recherche et le développement, c'est-à-dire la recherche, l'intelligence. Mais nous, malheureusement, tout le travail de l'esprit n'est pas apprécié à sa juste valeur. Et on est resté vraiment primitif pour considérer que le travail, c'est seulement le travail manuel. Or, le travail le plus important, le plus significatif, c'est le travail intellectuel. Mais malheureusement, les intellectuels ne sont toujours pas écoutés par les dirigeants africains. Ils préfèrent des intellectuels, des pacotilles qui se font passer pour des lèche-bottes de politique pour leur survie. Et pourtant, nous devons nous émanciper. Et la bonne manière de nous émanciper, c'est de considérer qu'on ne peut pas être conditionné par les types digestifs, mais nous devons être conduits par la raison. Merci professeur d'avoir donné ce temps à la République. Vous êtes professeur Nico Omeyonga, président de la fondation Nico Omeyonga. Vous êtes un penseur, un analyste. Merci de vous être donné une fois de plus à la Radio Nationale Télévision Congolaise, à la Radio Télévision Nationale Congolaise. Au contraire, c'est moi qui vous remercie davantage parce que c'est toujours un honneur, mais plus une responsabilité d'avoir de la tribune dans une chaîne nationale, la RTNC, qui est une œuvre collective de tous les Congolais. Je vous remercie parce que c'est comme ça que, comme vous le dites, vous êtes au milieu du village. Donc il faut faire passer tout. C'est dans la contradiction qu'on peut faire renaître ce pays. C'est dans la contradiction, dans la pluralité des opinions, des courants de pensée, qu'on peut construire quelque chose de solide et de durable. Merci beaucoup, professeur Omeyonga. C'est moi qui vous remercie. Okay.